Moyen-Orient, dans le chaudron de la mort, l'Occident va-t-il se réveiller contre les 5 royaumes qui incarnent le mal, selon vous, Bernard-Henri Lévy, c'est votre livre, Emmanuel Macron sur tous les fronts sociaux, jusqu'à la laïcité, bienvenue, Bernard-Henri Lévy, bonjour. Bonjour. Donald Trump s'apprête à punir Bachar el-Assad et son régime pour avoir utilisé des armes chimiques contre son propre peuple. Emmanuel Macron dit que la France pourra ou va probablement s'y associer. Est-ce qu'elle a raison d'être mêlée et d'aller frapper elle aussi avec les Anglais et les Américains, Bachar et son régime? Bien sûr qu'elle a raison. Et j'espère même d'ailleurs que si Trump, comme c'est son habitude, tergiverse, recule, etc., que la France sera en première ligne, comme elle l'a été souvent, comme elle l'a été avec Hollande au Mali, comme elle l'a été avec Sarkozy en Libye, comme elle l'a été avec Chirac en Bosnie. Mais elle ne peut pas aller seule, la France. Elle pourrait aller seule. Mais il faut mieux qu'elle n'aille pas seule dans la circonstance. Il aurait même mieux valu qu'elle y aille avec la bénédiction des Nations Unies, mais les Nations Unies, cette nuit, se sont déshonorées. Ce qui s'est passé aux Nations Unies est une horrible pantalonnade. Avec 2 vétos américains d'un côté et un veto des Russes. Oui, bien sûr, mais surtout, le veto qui m'intéresse, c'est le veto qui a empêché d'aller sauver les derniers enfants de la Ghouta. Et ce veto-là, les salopards qui ont mis ce veto, ce sont les Russes. Et les Chinois se sont abstenus. Donc ça aurait été bien de frapper Bachar al-Assad avec l'assentiment des Nations Unies. Je suppose qu'on le fera sans les Nations Unies. Vous êtes favorable à une riposte internationale le plus vite possible? Moi, je suis pour sauver le plus vite possible les enfants survivants de la Ghouta. Je suis pour sauver le plus vite possible les Syriens qui ne sont pas encore parmi les 10 millions de déplacés. Je suis pour sauver le plus vite possible ce qui reste de ce beau pays désormais martyr qu'est la Syrie. Et encore une fois, il est question d'armes chimiques. Et cette fois, selon le président Macron, on a la preuve, il faudra qu'on nous la montre, la preuve qu'il y a eu des armes chimiques. Et la France a une cible unique, les fabriques d'armes chimiques. C'est le président Macron qui le disait hier soir avec MBS. On l'écoute. Nous allons poursuivre les échanges d'informations techniques et stratégiques avec nos partenaires, en particulier britanniques et américains. Et dans les prochains jours, nous annoncerons notre décision. En aucun cas, les décisions que nous prendrions n'auraient vocation à toucher des alliés du régime ou à s'attaquer à qui que ce soit, mais bien à s'attaquer aux capacités chimiques détenues par le régime, si la décision était prise. Et est-ce que vous croyez que les alliés de circonstance de Bachar, c'est-à-dire Poutine et les ayatollahs de Téhéran, vont rester les bras croisés? Écoutez, c'est ma thèse, ça, dans ce livre. C'est que ces gens-là, les ayatollahs, Poutine et quelques autres, sont des faux durs, ce sont des faux puissants. Ils n'ont pas les moyens de leur ambition. Et que si on était plus ferme avec eux, si l'on faisait entendre la voix du droit, tout simplement si on se faisait respecter, je pense qu'ils reculeraient. C'est chaque fois pareil. Vous dites qu'ils ont grandi et qu'ils se sont développés sur les faiblesses et les impuissances de l'Occident et de l'Empire américain, en tout cas à l'époque de Barack Obama. Je dis que la nature politique, comme l'autre, a horreur du vide, et que quand la puissance dominante, c'est-à-dire l'Amérique, recule, quand elle fait ressac, le vide est occupé. Donc les 5, les Iraniens, les Chinois, les Russes, les Turcs et les islamistes ont profité du vide laissé par le recul de la... Mais à propos de la Syrie, la question revient, elle est lancinante. On va punir Bachar, soit, mais il va rester encore en place, comme il est en place en martyrisant son peuple. À quoi ça sert? Même ceux qui sont sur place, des médecins qui soignent les malheureux bombardés, les martyrs, disent à quoi serviraient encore des frappes? Je comprends très bien que les survivants disent ça, parce qu'ils doivent être dans un état de désespoir sans nom. Ils doivent nous haïr, ils doivent penser que nous sommes des lâches, et donc ils sont désespérés. Je crois que quand on essaie de voir tout ça avec un peu plus de sang-froid, si on fait ce que Macron a promis hier soir, il y a une dynamique qui se créera. Et comme je crois que le pouvoir de Bachar al-Assad est beaucoup plus chancelant qu'on ne le dit, vous savez, c'est quand même un pays en ruine. Et une dictature sur un pays en ruine, c'est pas si solide que ça.
Et le coup qui lui serait porté aurait probablement des effets en chaîne dont on ne sait pas jusqu'où il pourrait arriver, c'est-à-dire y compris jusqu'à la déstabilisation de son régime. Dans son livre qui est publié aujourd'hui, François Hollande se plaint de Barack Obama, qui en août 2013 avait promis une sanction militaire contre Bachar s'il franchissait la ligne rouge des armes chimiques. Et Barack Obama, au dernier moment, un samedi 31 août, a renoncé. Écoutez François Hollande. En août 2013, il y a, par le régime de Bachar el-Assad, un bombardement avec du gaz chimique. Barack Obama avait fixé une ligne rouge. Je n'avais jamais utilisé cette expression, mais Barack Obama l'avait fixée, cette ligne rouge, en disant s'il y a une utilisation d'armes chimiques, il y aura des réactions. Quand une ligne rouge est violée, dépassée, transgressée, la seule réaction possible est une frappe ou des frappes. Mais ne rien faire serait une impunité et conduirait le régime de Bachar el-Assad à continuer à massacrer son peuple. Au moins sur ce point, il y a unanimité des Français. Oui, et sur ce point, c'est François Hollande qui avait raison contre Barack Obama. La vraie question, c'est pourquoi Obama a reculé ce jour-là? Pourquoi est-ce qu'il a fait volte-face? Il est allé faire 2 fois le tour du jardin de la Maison-Blanche, et à la fin du 2e tour, il a dit « j'ai changé d'avis ». Moi, je pense que Barack Obama, mais c'est important par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, était probablement prisonnier de son deal syrien, de son accord iranien, pardon, de son deal iranien. Pour des tas de raisons, je pense que, d'ailleurs, d'abord un grand président, et celui-là en particulier, est souvent l'homme d'une idée principale. Et donc lui, il voulait l'accord sur le nucléaire. Il voulait à tout prix l'accord sur le nucléaire. Il avait installé l'Iran au rang d'interlocuteur privilégié. Et je pense, et j'ai quelques raisons de le penser, que le secret de cette volte-face, il est là. Alors, vous publiez l'Empire et les 5 rois. L'Empire, comme vous dites, du rien. Un Occident qui ne sait plus ni qui il est, ni ce qu'il veut, et qui démoralise même ceux qui croyaient encore en lui. Et en face, les 5 rois, vous dites, du néant, des caricatures, des types terribles mais bidons, et qui incarnent pour vous le mal. Et on a dit tout à l'heure de qui il s'agissait, la Russie, les Chinois, l'Iran, l'Arabie Saoudite et la Turquie. Mais pourquoi cette prétention des Occidentaux à l'universalisme? Si vous étiez Chinois ou Russe, est-ce que vous ne direz pas les choses autrement? Non, parce que l'universalisme, c'est beau. C'est pas l'universalisme de n'importe quoi. Quand on dit universalisme, c'est universalisme du droit, universalisme qui consiste à penser que la démocratie, c'est mieux que la dictature. C'est l'universalisme qui consiste à penser que c'est quand même mieux une société où les femmes sont les égales des hommes. C'est ça l'universalisme. Et cet universalisme-là, la seule civilisation qui, à ce jour, a su la formuler et la porter, c'est la civilisation européenne, relayée par les États-Unis d'Amérique. Le jour où les Chinois seront capables de porter un universel dans leur langue, et c'est possible d'ailleurs, mais très bien, à ce moment-là, il y aura, en effet... Donc on peut les encourager, ou on peut encourager les forces, au lieu de leur faire la guerre, comme vous dites, pas de guerre de civilisation, mais d'encourager les femmes, les jeunes, toutes les forces du changement qui se manifestent au sein tout mon livre de est fait pour ça. régimes. Tout mon livre est fait pour faire la différence entre les chefs autoritaires, parfois barbares, hostiles à toutes ces valeurs dont je vous parlais, et les sociétés civiles qui ont le regard fixé sur l'Europe, pas parce que c'est l'Europe, attendez, pas parce qu'elle est plus riche que je ne sais pas quoi, mais parce qu'elle est la patrie de ces valeurs de droit, de liberté et d'égalité dont je vous parle. Donc c'est eux qu'il faut soutenir. Est-ce que je peux vous dire des choses qui sont peut-être pour vous désagréables? Pourquoi vous passez tout à l'Empire américain, qui dans son histoire a massacré les Indiens, continue à martyriser et à punir les citoyens noirs américains? Et d'autre part, vous dites peut-être qu'avec Trump, l'Occident se réveille. Pourquoi vous ne lui reprochez pas d'installer en mai son ambassade à Jérusalem, alors que ça va créer un bordel total? Et je le fais avec du sang. Je le fais dans le livre. Non, je le fais, ça, vous m'avez mal lu. Ah non, j'ai lu. Au contraire, je dis que cette histoire d'ambassade à Jérusalem n'est pas une bonne idée. Je dis que Trump a un rapport au judaïsme, aux juifs américains et à Israël, qui est un rapport qui ne me plaît pas, qui n'est pas animé par une empathie profonde et réelle. Oui, mais il fait des gestes avec Netanyahou. Oui, mais je pense que des gestes qui ne sont pas habités par une volonté bonne et qui ne sont pas habités par une sincérité sont des gestes qui ne valent pas grand-chose. Vous voulez de la sincérité dans les rapports politiques
Alors qu'il y a peut-être une part de cynisme, de ruse. Eh bien, je crois que quand il n'y a que le cynisme et que la ruse, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait une part de sincérité. Vous me dites pourquoi je passe tout aux Américains. Bien sûr que je ne leur passe pas Pinochet jadis et que je ne leur passe pas... Mais en revanche, il y a une chose qui, à mes yeux, et où le cynisme a fait bon mariage avec la sincérité, restera jusqu'à la fin de ma vie, c'est qu'ils ont sauvé l'Europe en 1944 et qu'ils l'ont sauvée... Ah ben oui, mais c'est extrêmement important. C'est que les grandes batailles... Non, attendez. Les grandes batailles contre la barbarie la plus atroce, les 2 fois où l'Europe s'est suicidée, en 1914... Les Américains sont venus. Ah ben oui, ils ont empêché l'Europe de se suicider en Bosnie-Herzégovine. Merci pareil. les Américains. Oui, bien sûr. Heureusement, on n'était pas japonais quand ils envoyaient la bombe à Hiroshima et Nagasaki. Mais bien sûr, oui. vous passez beaucoup aux États-Unis, vous passez beaucoup aussi à Israël, c'est évident. Mais quand l'armée israélienne a tiré à balles réelles contre les manifestants de Gaza, sans doute manipulés eux-mêmes par des provocateurs du Hamas, pourquoi vous dites rien ? Pourquoi votre silence ? Mais je ne suis pas silencieux. Vous savez, la proportionnalité ou non de la réaction israélienne, faites confiance à la société civile israélienne elle-même, on saura tout. Parce qu'il y a d'excellents journalistes, parce qu'il y a des juges, parce qu'il y a une Cour suprême. Là, c'est la démocratie, l'exemple. Donc on saura, parce qu'il y a une chose en revanche que je sais déjà, c'est que cette marche du Hamas, ce n'est pas une marche pacifique. Ce que je sais, c'est que cette histoire de marche du retour, ça veut dire une négation de l'État d'Israël. Et ça, je le sais, je n'ai pas besoin d'enquête. Quand l'État d'Israël veut chasser ou emprisonner les Noirs réfugiés, parce qu'ils ne sont pas de sang juif et qu'ils sont noirs, pourquoi votre silence ? Pourquoi ? Non, là non plus, c'est pas dans le livre. C'est pas dans le livre parce que c'est plus récent. J'aimerais qu'Israël soit plus généreux avec ses migrants ou ses réfugiés, comme Israël l'a été avec les réfugiés syriens. Mais attendez, je pense la même chose sur la France, je pense la même chose sur la plupart des pays européens. Israël a été magnifique avec les réfugiés syriens quand il s'est agi, et les blessés de la dictature de Bachar al-Assad, de la guerre contre les civils de Assad, en les soignant dans ses hôpitaux, etc. Israël a été magnifique avec les falachas. Oui, là, il y a un épisode que je n'aime pas. Et que vous allez critiquer. Que je viens de critiquer devant vous. Ouais, très bien. Oui. Donc j'ai bien fait de poser la question. Oui, bien sûr. Vous vous en prenez dans le livre à un des royaumes, l'Arabie saoudite. Peut-être est-il en train d'évoluer. Oui. On a vu qu'MBS vient de dire que l'État d'Israël avait lui aussi le droit de citer et un droit à la sécurité. Et puis on voit qu'il y a des changements. Il y a le visage du réformateur MBS qui était à Paris et que le président Macron a réconcilié avec Hariri, le Libanais. Et on voit des photos. Il y a peut-être des chances de faire bouger les choses de l'intérieur. Mais il y a toujours des chances de faire bouger les choses de l'intérieur partout. Et mon livre, ce n'est pas un livre de désespoir, ce n'est pas un livre pessimiste, c'est un livre qui laisse partout... D'autant plus, comme je vous ai lu... partout les portes entrouvertes. Vous vous dites, il n'y a jamais de dernier mot. Oui. Jamais. Donc, il n'y a jamais de dernier mot. Et l'histoire universelle que j'ai un petit peu étudiée dans ma longue vie, c'est des tendances lourdes. Et c'est des accidents. C'est un homme, parfois, un homme de caractère, qui se lève et qui renverse la table. On l'a vu en France avec Macron. On peut le voir ailleurs. J'ai des doutes sur MBS parce que l'Arabie Saoudite, jusqu'à nouvel ordre, mais j'attends le nouvel ordre. Ça a été les financiers d'Al-Qaïda, ça a été les inspirateurs de Daesh. Revenons à l'homme de France, Emmanuel Macron. Il va parler jeudi. Et dimanche, et il y aura beaucoup de causes à défense, à la fois les souffrances sociales, les vulnérabilités dans notre pays, les handicaps, la pauvreté, et il faudra qu'il fasse des efforts pour convaincre. Les réseaux sociaux, qui ont été si souvent fans, si vous me permettez, d'Eddie Plenel et de Mediapart, s'enflamment depuis 48 heures, et je voudrais avoir votre avis, et se retournent contre lui pour un édito qu'on ressort et qu'il avait publié à l'âge de 20 ans. Il se réjouissait alors de l'assassinat par des terroristes palestiniens de 11 athlètes israéliens lors des Jeux olympiques de Munich. Vous le saviez ? Non, je l'ai découvert comme tout le monde. Je crois que c'est Marine Le Pen qui a... Et des députés hier à l'Assemblée nationale. Oui. Qu'est-ce que ça vous a fait ? Parce que c'est votre ami, Louis Panel. Ce que ça m'a fait, cet édito est évidemment terrible.
comme beaucoup d'éditos qui ont été publiés à l'époque. Je me rappelle un éditorial de Jean-Paul Sartre dans un journal qui s'appelait La Cause du Peuple, qui était à peu près du même tonneau. Ce qui est important, c'est que les gens changent. On peut écrire une chose atroce à 20 ans et puis en penser une autre à 60. Ouais. Et attendez, j'ai assez de désaccords profonds avec Edwy Plenel, des vrais désaccords intellectuels, pour ne pas ouvrir ce type de querelle 50 ans après. Il y a une sorte d'indulgence sur les erreurs de la gauche plus grande que pour les gens de la droite. Moi, Ou que ce soit des écrivains, etc. J'ai indulgence pour les erreurs de la gauche et de la droite lorsqu'elles ont été pensées et regrettées, ce qui est le cas dans Mais Edwy Plenel lui-même a confié en réaction que de telles positions n'avaient rien d'exceptionnel à l'époque dans l'extrême gauche. Vous fréquentiez l'extrême gauche? Je fréquente. Il y avait cet antisémitisme et ce racisme. Je viens de vous dire, Jean-Paul Sartre lui-même, qui n'a accepté de décoration de toute sa vie que d'une université israélienne, doctorat honoris causa de l'université hébraïque de Jérusalem, a écrit un texte atroce du même tonneau, en disant qu'en effet, le terrorisme était la seule arme des malheureux. 46 ans après. Mais moi, en ce qui me concerne, je fréquentais l'extrême-gauche. Si c'est votre question, je ne suis jamais tombé là-dedans. Et il y a eu l'honneur de l'extrême-gauche. Ça a été des gens à l'époque comme Béni Lévy, comme Serge July, comme d'autres, comme Olivier Rollin, qui n'ont jamais cédé à ça, mais qui ont justement, ça c'est toute une histoire un peu compliquée, mais qui ont brisé leur organisation de l'époque à cause de ça. Donc 46 ans après, on passe l'éponge. Non, 46 ans après, les gens s'expliquent. Et quand ils regrettent sincèrement une erreur de jeunesse, etc., bien sûr qu'on passe au débat d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai d'autres débats avec Plenel. Voilà. Et il y a une question a été posée à l'Assemblée nationale. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a répondu... je le cite, ce n'est pas la qualité de celui qui pose la question, mais la réponse qui importe. Dans ces conditions, on se demande pourquoi mettre un questionnaire, pas se contenter ou d'un robot, ou d'un message, ou d'une déclaration. Puis comme M. Benjamin Griveaux va avoir de l'expérience, peut-être qu'il apprendra que pour obtenir de bonnes réponses, il faut souvent de bonnes questions. François Hollande, quelques mots, vous l'avez vu peut-être parler de son livre. Vous allez lire son livre. Oui. Vous pensez qu'il aura du succès, qu'on veut l'écouter? J'espère qu'il aura du succès, oui, parce que ce que j'en ai lu là dans Libération ce matin il me semble qu'il fend l'armure. Cet homme pudique qui jusqu'à présent laissait d'autres fendre l'armure à sa place semble le faire lui-même, et ça c'est toujours beau. Quand un homme, surtout dans un moment d'échec comme ça, décide de donner sa part de vérité. Est-ce qu'on a été ou on est injuste avec lui, oui, ou il n'a que ce qu'il a mérité? Non, je pense qu'on est injuste avec lui et qu'il n'a pas démérité. Il n'a pas démérité. Dans sa fonction? Dans sa fonction de président, il n'a pas démérité. Il dit par caractère et par principe, je fais confiance. Il a mis du temps à comprendre ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il lui manquait peut-être le cynisme, le sens de l'ingratitude des autres, et peut-être la ruse, là où il était, quand on était au sommet de l'État. À mon avis, il avait tout ça aussi, mais il avait aussi, on l'a vu dans quelques-uns des sujets que nous avons évoqués lors de notre conversation, il avait aussi une belle dose de sincérité. Ouais. L'histoire syrienne, l'Amérique, c'est Obama a fait comme Trump aujourd'hui. D'ailleurs, l'opposition, de ce point de vue-là, en politique étrangère, ça c'est ma thèse, c'est que l'opposition Obama-Trump est beaucoup moins radicale qu'on ne le croit. Hollande, à l'époque, a sauvé l'honneur. Pas jusqu'au bout, il aurait dû frapper Bachar al-Assad, on n'en serait pas là, les enfants de la Ghouta seraient encore vivants, mais il a sauvé l'honneur. Mais vous dites bien que dans son livre, qui sort, je crois, aujourd'hui, Les leçons du pouvoir, il ne faut pas seulement retenir les rapports avec Emmanuel Macron, bien que ce soit important. Il dit un président travaille toujours pour son successeur, même s'il n'a pas choisi son successeur, etc. Et c'est la dernière phrase, il ne croit guère au nouveau monde, il dit l'ancien monde, c'est le mien, et il a de l'avenir. On verra bien. Merci d'être venu. Le monde d'hier, disait un grand romancier. Le monde d'hier. Zweig. Et oui, voilà, le monde d'hier, évidemment que c'est le monde de demain. Merci. Et l'avenir dure longtemps, comme disait Jean. Oui, donc on vous retrouvera. Oui, Merci. absolument. Merci.